suis ravie de vous retrouver pour cette 11e édition de Télérama Dialogue. Je suis Yasmine Youssi, la rédactrice en chef culture de Télérama. Je vous rassure, Thomas Joly est là, il vient d'arriver et ils arrivent tout de suite avec... il sera interrogé cette fois-ci par Fabienne Pasco. Donc là, vous avez vraiment un casting royal. Le voilà. Thomas Joly, mais je vous en prie, installez-vous. Je suis tout à fait ravie que Thomas Joly soit des nôtres ce soir. Thomas Joly et ses allures de Peter Pan, mais comme diraient ses producteurs actuels, mais un Peter Pan à qui tout réussit, puisque l'enfant terrible du théâtre public, le petit prince du théâtre public, comme on peut dire aussi, fait actuellement un sans faute absolument extraordinaire. Thomas Joly, qui a été surtout connu, célèbre pour nous, gens de théâtre, depuis son Henri VI, qu'il avait monté au Festival d'Avignon en 2014, qui était une sorte de marathon théâtral échevelé entre le théâtre de foire, la culture pop, la démesure, le dépouillement, les tréteaux, le tout, enfin tout, un plaisir absolu qui commençait à 10h le matin et qui finissait à 6h. Thomas Joly, eh bien, cette année, il a... Oui, je l'ai tellement attendu, Thomas, que je ne sais plus parler. Thomas a cumulé cette année la recréation et la tournée triomphale de Starmania à l'automne 2022. Il a fait une éblouissante mise en scène du Roméo et Juliette de Gounod, pour ceux qui ont pu la voir, une chose comme on n'en avait pas vu depuis longtemps à l'opéra, qui usait de tous les artifices de l'opéra, mais avec énormément d'émotion, comme il sait le faire. Et c'est lui, vous le savez. Alors, il nous en parlera comme il peut, parce que c'est secret défense des Jeux Olympiques, mais c'est lui qui va faire les cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux Olympiques et Paralympiques cette année, en 2024. Alors, Thomas Joly, on peut dire que vous avez toujours baigné dans le théâtre depuis que vous êtes tout petit. Même si vous avez voulu à un moment être danseur et musicien, vous avez très vite eu la vocation. Vous apparteniez à une compagnie de théâtre pour enfants. Vous avez pris l'option théâtre au lycée, un bac théâtre, une licence de théâtre. Vous avez été reçu les doigts dans le nez à l'école du Théâtre national de Bretagne, puisque vous êtes normand, qui était dirigé alors par Stanislas Nordet. Patatrac, bizarrement, vous n'avez pas trop d'engagement après la sortie de cette brillante école. Vous fondez votre compagnie avec un courage exceptionnel, une endurance, une volonté de travailler formidable. Et puis, vous avez le prix Impatience, donc, et vous accumulez jusqu'à 2016 les succès, mais en y allant avec... acharnement toujours, et ce sens de, comme je le disais, de la démesure et du dépouillement de la culture pop, enfin un théâtre populaire, vraiment populaire, mais terriblement exigeant parce qu'il ne veut jamais laisser aucun spectateur de côté. C'est un théâtre, quand Thomas Joly monte Le Dragon d'Evgeny Schwartz, qui est une pièce totalement oubliée, eh bien, il fait en sorte que tout le monde l'apprécie. Et quand il monte une tragédie de Sénèque, Thieste, que très peu de gens avaient monté avant lui, eh bien, il nous en fait un film d'action formidable. Donc Thomas Joly, après cette longue introduction, est-ce que tout a été aussi facile que je l'ai dit pour vous? Est-ce que ça a été une ligne droite, votre vie de théâtre? Merci Fabienne pour cette introduction. Et bonsoir à tous et toutes. Pardon du retard. Ça a été épique pour arriver jusque-là, mais je suis là et je suis très heureux d'être là. Est-ce que ça a toujours été une ligne droite? Pas du tout. Et vous avez parlé déjà de quelques accros. D'abord, effectivement, j'ai fait que du théâtre et donc heureusement que je vis de ce métier parce que vraiment, je ne sais rien faire d'autre. Je n'ai rien appris d'autre et j'ai eu la chance aussi que mes parents acceptent que je me lance dans ce parcours qui est, somme toute, assez flou quand on le démarre, qui ne repose sur pas grand-chose, si ce n'est du travail et puis des rencontres, etc. J'ai commencé par un échec, moi. C'est ne pas avoir été pris
à l'option théâtre en seconde. Oui, mais vous vous êtes débrouillé quand même. Alors, en première, ils m'ont accepté. J'ai repassé l'audition, mais non, j'ai raté l'audition de la seconde théâtre, ce qui a été un drame au-delà de ne pas rentrer en seconde théâtre. C'est surtout que, à l'époque, j'habitais un tout petit village de Normandie, et que si je n'avais pas cette option, j'étais obligé d'aller dans le lycée qui était relié à mon village, dans lequel je retrouverais tous les gens du collège reliés à mon village que je n'avais pas du tout envie de revoir, pour des raisons de scolarité un peu compliquées, avec harcèlement, etc. Donc c'était au-delà du théâtre, c'était vraiment l'idée de me sauver, d'avoir accès à un théâtre en ville, parce que c'était à Rouen, cette option. Donc je ne l'ai pas eu, mais je l'ai eu en première. Ensuite, comme vous l'avez rappelé, et je crois que ça a été fondateur, c'est quand je sors de l'école du TNB en 2006, c'est que je n'ai pas de travail. Parce que les deux compagnons qu'on retrouve après avoir passé, vous l'avez rappelé, une dizaine d'années de théâtre quotidiennement, eh bien, ces deux nouveaux compagnons, dès la sortie de l'école, dès le lendemain, étaient la solitude et l'inactivité. Ce qui, pour un acteur, est quand même compliqué, parce qu'un acteur inactif, vous l'entendez, ça ne marche pas. Et puis, un acteur tout seul, un acteur n'est jamais tout seul, même s'il est seul sur un plateau, il n'est jamais seul. Donc, ces deux nouveaux compagnons, je les rencontre, et je ne m'y attendais pas. Enfin, c'est pas que j'étais certain d'avoir du travail après, c'est surtout qu'avec ce parcours de formation, j'avais mangé du théâtre depuis toutes ces années, dans toutes ces diverses formations, et d'un coup, paf, chez moi. Et donc, là, j'ai une colère qui naît. J'ai une colère parce que je me dis, attendez, le musicien, il peut travailler chez lui, l'écrivain, il peut écrire, le peintre, il peut peindre, le chanteur, il peut chanter, le danseur est obligé d'avoir une pratique, etc. Et moi, l'acteur, je dois attendre qu'un metteur en scène accepte de travailler avec moi, ait le désir de travailler avec moi, que le rôle, ça fonctionne, que les plannings, ça fonctionne, etc. Les plannings, ça va, parce que j'avais rien d'autre à faire. Mais en tout cas, tout un tas de choses qui font que d'un coup, l'accès à mon métier d'acteur, je ne pouvais pas y avoir accès. Et j'étais très en colère contre ça. Donc, partageant cette idée avec plusieurs compagnons et compagnonnes de mes diverses formations, on a fondé cette compagnie. Donc ça a été un échec. Enfin, c'était difficile à vivre de sortir d'une école nationale et de ne pas avoir de travail. Et donc, on s'est dit, on va se créer notre propre travail, non pas tellement pour avoir... On ne pensait pas avoir le parcours que la compagnie a eu après, mais au moins pour rester chaud, pour rester actif, justement, et pas seul. Et en plus, Stanislas Nordet, vous avez dit, je crois, à la fin de l'enseignement, je t'ai regardé travailler, Thomas, et je ne sais toujours pas qui tu es. Et ça, je lui en ai terriblement voulu. Je lui ai posé la question plus tard, est-ce que c'était un coup de génie pédagogique de me mettre très en colère pour que je reparte bien énervé et que du coup je trouve la force de faire mon propre chemin, ou est-ce que c'était vraiment une maladresse? Il me dit non, je pense vraiment, c'est moi, je voulais te motiver, tout ça. Bon, on n'en saura jamais rien. Mais j'en profite, Thomas, puisque vous l'avez évoqué, pour faire une parenthèse, parce que quand on vous voit, vous semblez si joyeux, si dynamique, si énergique, si plein de vie. Vous avez évoqué l'enfance harcelée. Alors, donc il y a une résilience possible. C'était quoi ce harcèlement? C'était un harcèlement au collège dû au fait, alors je ne pouvais pas dire par rapport à ma sexualité, parce que je n'en savais rien à l'époque, mais au fait que je sois efféminé, au fait que j'ai ce corps, cette voix, que je sois singulier, je crois, tout simplement. Mais ce qui était très étonnant au moment du collège, qui a été donc compliqué, harcèlement, c'est-à-dire évidemment moquerie, mais aussi violence, enfermé dans les toilettes pour vérifier si j'étais un garçon ou une fille, enfin bon, des choses qui sont quand même très, très douloureuses pour Et chaque jour, vous un disiez. ado. Voilà. Mais j'en suis ému, mais justement, en fait, je me suis jamais dit, je dois changer. Jamais. Je me suis dit, ok, ce que je suis correspond pas, alors je vais pas bouger. Et je vais faire en sorte que ce soit autour que ça bouge. Certainement parce que je sentais déjà dans mon collège de milieu rural, moi-même venant d'un milieu rural avec des parents dans un petit village, etc. Je me disais, quoi vos parents? Mon papa était imprimeur et à l'université de Rouen et ma mère était infirmière. Et je me disais, en fait, c'est étonnant que mon entourage, le contexte dans lequel j'étais au collège, n'arrive pas à intégrer que, oui, je m'habille comme ça, je bouge comme ça, puis j'ai pas choisi de bouger comme ça. Enfin, je veux dire, j'ai pas pris modèle sur qui que ce soit. Ma voix, elle est comme ça. Enfin, voilà, bon. Et je me suis dit, ok, ça va. C'est à moi, du coup, de trouver quelque chose qui puisse faire comprendre que, il faut être dans l'acceptation de chacun, de chacune, dans sa singularité, dans ce qui le constitue, sans être dans une forme de jugement, redonner
des outils pour que la pensée circule, quoi. Et j'ai trouvé dans le théâtre non seulement un exutoire, une forme de résilience, pardon. Vous avez raison, pour moi-même, pour être singulier, parce que je crois que le théâtre, le plateau de théâtre, adore les singularités, n'aime que ça. D'ailleurs, on aime les acteurs, les actrices qui sont singuliers, qui sont singulières, les monstres, qui en deviennent même. Et puis, le théâtre qui était un outil, je trouvais, qui permettait ça, qui permettait de remettre à quoi ça sert le théâtre, ok, au divertissement, ok, à l'émotion, mais surtout à ce que la pensée circule, que ainsi un spectateur, une spectatrice rentre chez lui après une pièce en se posant une question, pas forcément que le plateau donne des réponses d'ailleurs, parce que je pense que c'est pas ça son intérêt premier, mais au moins se poser une question sur ah tiens, dans le monde il y a ce type de personne ou il y a ce type de situation et comment moi j'aurais fait, etc. Pour moi ça c'est gagné. Donc je pense que finalement c'est arrivé à ce moment-là. Et puis beaucoup d'amour sûrement de vos parents qui vous ont donné une confiance Alors bien sûr, énorme. mes parents m'ont toujours suivi dans ces folies que je leur proposais pour moi, c'est-à-dire faire du théâtre, etc., ou la danse avant, etc. Donc là-dessus, j'ai eu un entourage très, très aimant et j'ai eu une enfance très heureuse. Mais vraiment, encore une fois, je trouve ça émouvant, ce qui m'a pu m'arriver au collège, etc. Mais ça a été moteur. Voilà. Mais il y a quand même eu un déclic pour vous faire aimer le théâtre dans votre campagne normande. Il y a eu quelque chose quand même. Alors, je me souviens de quelques spectacles. Ma mère m'avait emmené voir un petit spectacle d'ombre chinoise qui s'appelait Le Petit Poisson Noir, où j'ai été fasciné par je me souviens, 4-5 ans. Le cinéma, je me souviens de Fantasia. D'où le théâtre d'ombre que vous utilisez parfois. Je crois. Ah ouais, je crois. De toute façon, si on regarde bien, si on connaît bien ma vie et qu'on regarde mes spectacles, en fait, on retrouve des petits éléments autobiographiques dont je ne fais pas pub ni communication, mais qui sont quand même à l'intérieur, dont le théâtre d'ombre, les rubans de GRS aussi. Je ne sais pas si on a le temps de parler de la GRS ce soir, mais c'est une carrière qui aurait pu s'offrir à moi si seulement, et c'est toujours pas le cas en 2023, ce sport était ouvert aux garçons en compétition, mais il ne l'était pas. J'ai donc arrêté, mais vous verrez dans mes spectacles, vous avez peut-être déjà vu dans certains spectacles des rubans qui font des trucs, bref, voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire donc le théâtre, oui, ça vient, le déclic, ça vient certainement, et c'est pour ça que j'ai voulu rendre ce à quoi moi j'avais eu droit, ça vient certainement d'acteurs, d'actrices qui sont venus dans le collège, qui nous ont fait des ateliers, des rencontres, et c'est venu vraiment par ce qu'on appelle, oui, l'action culturelle, le service public, quoi, et le vrai déclic. Au-delà, donc pour être acteur, ça c'était parce que je crois que j'aimais la question de la singularité, me transformer, jouer des rôles, etc. dans ma chambre, et ça depuis petit et tout ça. Mais le vrai déclic pour devenir acteur pro et me lancer dans une démarche, c'était Stanislas Nordet, justement, que je découvre en seconde dans un spectacle qu'il avait mis en scène, donc La Dispute de Marivaux, suivi de Contention de Didier-Georges Gabilly. Et pour la première fois, alors que j'avais déjà vu plusieurs spectacles dans l'option, etc., je suis éveillé à ma propre intelligence. Alors, avant, c'est pas que j'étais idiot, quoique peut-être, je ne sais plus. Mais en tout cas, d'un coup, je me dis, hey, cet endroit qui est en face de moi, ces acteurs, ces actrices, ce texte me fait réfléchir en même temps que je regarde le spectacle. Et ça, c'était nouveau. Et c'est Stanislas Nordet qui m'a... Et du coup, à partir de là, j'ai voulu absolument le rencontrer. Et du coup, je suis allé au TNB, etc. Vous vouliez d'abord être acteur avant d'être metteur en scène. Mais en fait, encore aujourd'hui, je dis que mon premier métier, c'est de jouer, c'est d'être acteur. Vous jouez souvent dans vos spectacles. Alors voilà, bah oui, n'ayant pas de... Non mais voyez ce que c'est. N'ayant pas de proposition d'acteur, pauvre garçon, écoutez, je vais le faire moi-même. Mais après, on en pense qu'on pense moi, j'aime être acteur. Ah, merci Fabienne. Acteur. Mais j'adore ça. C'est vraiment une puissance. C'est quoi le plaisir d'être acteur ? C'est que c'est vraiment... Moi, je me sens vraiment comme un corps vibrant entre la scène et la salle, comme une porte d'entrée de la pensée d'un auteur ou d'une autrice. Je sens vraiment que je suis un instrument, et c'est ça qui me plaît. Pas un instrument au service de la mise en scène, parce que j'ai un avis assez tranché sur la mise en scène, les metteurs en scène en l'occurrence, mais sur l'interprétation, le fait d'être un interprète, et d'ailleurs c'est là où c'est magnifique, c'est vraiment au moment du spectacle, les interprètes qui détiennent toute la puissance du théâtre. Et cette puissance-là, quand on est sur une scène, devant apporter un texte, des enjeux, une histoire, un récit, devant une salle, c'est d'une puissance folle, quoi.
Et c'est un endroit d'existence où je me sens pleinement vivant et pleinement libre. Ce qui est d'ailleurs assez contradictoire, parce qu'on veut se dire c'est pas mon costume, enfin c'est pas mes fringues, c'est pas mes mots, c'est pas mes, je ferais peut-être pas, me déplacerais peut-être pas comme ça, etc. Et pourtant, je me sens pleinement moi. Alors que je joue des choses qui ne sont pas de moi. C'est une contradiction, mais c'est réel. Alors, c'est quoi votre idée de la mise en scène? Je crois que vous êtes contre les relectures, ce qu'on appelle les relectures du metteur en scène. Vous êtes pour l'ADN du texte. Moi, je suis surtout pour l'ADN des poètes, des poétesses et des acteurs et des actrices. C'est-à-dire que n'oublions pas que ce théâtre, cet art, il a plus de 2500 ans et qu'il y a quelqu'un qui s'appelle la metteur en scène, metteuse en scène, qui est là depuis un peu plus de 100 ans. Hello, bienvenue dans le métier, mais en fait, nous, les acteurs, les actrices et les poètes, les poétesses, on est là depuis longtemps et on s'est très bien débrouillé pendant 2400 ans sans toi. Donc, a priori, bienvenue, hein, vraiment, on accueille les gens, il n'y a pas de souci, mais laisse-nous. Laisse-nous, on s'entend bien. Normalement, un acteur a une capacité créatrice. Les chanteurs d'opéra, vous parlez de Roméo et Juliette, mais j'ai fait quelques autres opéras où je suis fasciné. Vous savez, les chanteurs d'opéra... Yoga Ball, Fantasio. Exactement. Macbeth Underworld. Macbeth, qu'on va revoir bientôt à l'Opéra Comique dans un mois. Les répètes ont commencé hier, exactement. Les chanteurs d'opéra, les chanteuses, ils ont le rôle. Vous savez que le mot rôle vient du mot rouleau. Ils ont le rôle. Ah non, je ne savais pas. Rôle et rouleau. Exactement. Mais quel rapport? Ils avaient le rôle. Voilà, je vous donne votre rôle. Ah, le papier. Voilà, le tac-tac. Et donc, par exemple, Benjamin Bernheim, qui jouait notre Roméo, qui était notre Roméo là dans la production à Bastille. En même temps qu'on commençait les répétitions de notre Roméo, il finissait, lui, un autre Roméo et Juliette dans une autre production à Salzbourg. Le même rôle, la même partition, le même personnage, mais dans une autre mise en scène, dans une autre production. Donc moi, je vais le voir au début des répétitions, je dis ça va aller, le fait que tu joues la même chose, mais avec d'autres déplacements, d'autres directions, etc. T'inquiète, tout va bien. Et j'ai fait... Enfin, je le savais, mais là, vraiment, c'était la confirmation que l'interprète est en pleine possession de son travail d'interprétation. Benjamin Bernheim a le rôle. Il est Roméo, c'est lui qui le maîtrise, c'est lui qui... alors, il y a une partition, donc il suit la partition, mais il a le rôle. Il n'a pas besoin de moi pour avoir le rôle. Par contre, il a besoin de moi pour qu'on se mette juste d'accord sur des règles du jeu qui sont reliées à une dramaturgie, à des déplacements, à une cohérence générale. Et là, il a besoin de moi, on se met d'accord, mais après, c'est lui qui a le rôle. Moi, mon rêve, c'est de faire une distribution d'acteurs, d'actrices, leur dire, voilà, toi tu joues ça, voici vos rôles, comme dans le Songe d'une nuit d'été, voici vos rôles. Ta. Et le lendemain, d'ailleurs c'est ce qui se passe dans le Songe d'une nuit d'été, bon, le spectacle n'est pas ouf, je crois, dans le Songe d'une nuit d'été. Mais le lendemain, paf, ça joue et c'est bon. C'est bon, parce que dans le texte, si les auteurs et les autrices sont pertinentes, il y a tout qui est écrit. Les entrées, les sorties, les enjeux, les états, il y a tout qui est inscrit dans le texte. Donc le metteur en scène, pour moi, est une sorte de vérificateur. Donc vous ne servez pas à grand-chose, alors? Et je crois que les metteurs en scène... Pourtant, dans Starmania, vous avez eu un rôle important. Alors, j'ai ce mauvais jeu de mots, mais je trouve qu'il est assez parlant. Moi, je dis que je suis un entremetteur en scène. C'est-à-dire que je fais l'entremise entre un acteur qui doit être en pleine possession de ses moyens. Par exemple, souvent je donne comme exemple, si c'est écrit « des larmes coulent sur mes joues », c'est pas mon problème, moi, le metteur en scène. Mais par contre, sorry, tu as accepté le rôle, c'est écrit « des larmes coulent sur mes joues », débrouille-toi. Pleure, mon gars. Pleure, mais tant que je vois pas de larmes qui coulent sur mes joues, tu ne peux pas le dire, puisque sinon elle ne le dirait pas. Le personnage ne dirait pas « des larmes coulent sur mes joues » s'il n'y a rien qui coule sur tes joues. Voilà. Après, on me prend souvent pour un... Moi, je prends le texte premier degré tout le temps. Mais c'est assez cool parce qu'il y a des choses des fois qui sont... genre ça, des larmes coulent sur mes joues, c'est une indication de l'auteur. Bon là, il faut que des larmes coulent sur tes joues. Débrouille-toi en fait. Voilà. Bon. Moi, je vérifie que ça marche. Donc l'entremise, ça fonctionne. Après, concernant Starmania, et évidemment qu'il y a une sorte de dramaturgie que je prends en charge, et évidemment que comme ça passe par moi, la vérification ou l'entremise, ça passe par mon prisme qui est ce qu'il est. Et sur Starmania, mon travail de mise en scène, il est réel, bien sûr. Il y a tout un dessin scénique, une écriture, mais il est surtout sur le livret, sur la recomposition de ce livret, même si on a finalement changé que 2 verbes remis au présent, remis au passé, puisque c'était, pour les fans, c'était... c'est bientôt l'an 2000, non. Il est loin l'an 2000, non. Ça, c'est notre version. Enfin, quand on arrive en ville...
Quand viendra, bah voilà, merci. Quand viendra l'an 2000, on aura 40 ans. Bon, l'an 2000 étant advenu, on a juste changé à il est loin l'an 2000 et on n'a plus le temps. Bon, ça, c'est avec Luc Plamondon qu'on a fait ça. C'est pas moi qui décide tout seul. Mais encore une fois, mon travail, c'est de traduire scéniquement ce que l'auteur, l'autrice, le compositeur en l'occurrence pour un opéra, souhaite. Donc, par exemple, Sadia, regardez-moi cette chevelure d'un bleu azur. Je tortille pas 10 ans, je veux des cheveux bleus. Voilà. Mais par exemple, en 89, elle a plus du tout les cheveux bleus, et ça pose un problème. Moi, ça me pose un problème, c'est-à-dire que seriez-vous voilà, réaliste? Ben non, mais en fait, à un moment donné, par exemple, je vous donne un autre exemple. J'ai joué dans Mithridate d'Éric Vignier qui m'a engagé. J'étais hyper content d'être engagé pour jouer de la par un metteur tragédie, en scène. Racine. Pour jouer Racine, exactement. Vous Je jouais le étiez rôle très bien. de Xiphares. Merci. J'étais dans le rôle de Xiphares, qui était un rôle superbe. Et à un moment donné, Xiphares dit Seigneur, je sais plus quoi, vous m'envoyez rougir à vos genoux. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je me mets à genoux devant mon père, Mithridate, joué par un certain Stanislas Nordet. Voyez comme la vie s'amuse avec moi. Bon. Et là, Éric Vignier arrête la répétition. Il me dit mais qu'est-ce que tu fais? Je dis je me mets à genoux puisque c'est vous m'envoyez pleurer à vos genoux. Peut-être tu préfères que je me penche sur ces genoux. Qu'est-ce que tu non, mais ça on s'en fiche. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que je dis donc je me mets pas à genoux. Bon, finalement je me suis mis à genoux. J'ai bien argumenté et tout ça parce que moi je lui ai dit sinon coupons la phrase. Coupons la phrase parce que pour moi ça n'a pas de sens de dire vous m'envoyez rougir à vos genoux si je me mets pas à genoux. Et là c'est un exemple tout bête de positionnement sur la scène. Mais il y a des choses qui sont plus larges que ça. Par exemple, je sais pas, je suis au désespoir. C'est vachement intéressant à jouer. Mais c'est pas mon problème. Moi, si je n'ai pas à jouer ça, je dis à l'actrice, qu'est-ce que c'est être au désespoir? Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que tu as connu ça? Est-ce que tu n'as pas connu ça? Comment travailles-tu avec ça? Mais propose, développe, crée l'état d'être au désespoir. C'est vachement beau de se servir de ce que l'auteur nous a donné comme outil. Mais vous l'aidez pas, vous lui dites pas. Si, je l'aide quand même. Je sais pas. Bon, écoute, à demain. Travaille sur le désespoir. Et j'espère que c'est convaincant parce que bon, j'ai pas que ça à faire. Non, pas du tout. Je suis très gentil, j'accompagne bien sûr. Mais voilà, par exemple, je sais pas. Il y a 1000 exemples. Des fois, quand on prend un mot, un bout de réplique et qu'on le joue au premier degré, vraiment, c'est une puissance d'interprétation qui naît plutôt qu'une. En fait, voilà, la puissance de l'interprétation plutôt qu'une interprétation du texte. Voilà. En fait, lisons ce qui est écrit, jouons ce qui est écrit, et c'est dur. C'est dur de monter Shakespeare dans le texte. C'est hyper difficile. Alors justement, vous y avez passé 4 ans et demi, près de 5 ans. En plus, après, vous avez joué Richard III. Plus que ça. Shakespeare, c'est ma plus longue relation. Henri VI. Combien de temps? Henri VI, on a démarré en 2009 et on l'a achevé, la création, en 2014, 21 juillet 2014. 5 ans. Et après, on l'a joué jusqu'en 2016. Enfin, on l'a repris là en 2022 pour 4 dates. Mais ouais, donc on a passé. Qu'est-ce que ça a changé en vous, ça? Tout. Tout ce que je suis en train de vous raconter, par exemple. Vous savez, Henri VI, c'est immontable. C'est-à-dire que, évidemment, c'est absurde de vouloir faire Henri VI quand, à l'époque, j'avais soit déjà fait quelques spectacles, 3, qui Parce étaient... qu'il fallait que vous fassiez tourner votre compagnie pour vivre. Exactement. En même temps. Et la bonne idée, c'est de faire l'énorme pièce immontable qui va coûter trop cher, qui est trop longue, dont on me disait personne jamais viendra s'asseoir 18 heures devant le bazar, enfin tout ça. Bon. Et en fait, c'est pour ça que ça a pris 5 ans et demi, c'est que en fait, petit à petit, avec beaucoup de malice, malice et surtout d'aide publique et de commandes, etc., on a réussi, par exemple, à Rouen, il y avait les Journées du patrimoine. J'habitais Rouen, et la compagnie était à Rouen, et la ville de Rouen me dit vous ne voudriez pas faire quelque chose pour les Journées du patrimoine et tout ça? Il se trouve que dans Henri VI, il y a Jeanne d'Arc, dans la première partie. Et donc, vlatipa, comme dirait un Normand, vlatipa, que je profite de cette commande pour monter toutes les scènes avec Jeanne d'Arc. Et paf, ça, c'était fait, etc., etc. Donc voilà, on a monté le truc comme ça, et aussi aidé par des théâtres publics, bien sûr. Ça n'a pas été quand même, mais ça a été quand même bout de ficelle. Le Théâtre beaucoup, National etc. de Bretagne, exactement. entre autres. Le Festival d'Avignon, la scène nationale de Cherbourg, qui a été l'une des premières à nous soutenir, et plein d'autres. Et quand je dis que ça m'a tout appris, c'est que le sujet est tellement compliqué. C'est la guerre de 100 ans. Tout de suite, il y a un nuage. Okay, c'est même plus les dates. Non, c'est plus. On est perdu. Enfin, en tout cas, ça démarre en 1422. Henri VI, ça, je m'en souviens, mais la guerre de 100 ans fait rage depuis bien longtemps. C'est la guerre de 100 ans, mais c'est la guerre des 2 roses. Pareil, gros bordel, gros bazar. Enfin, bref, franchement, ça fait mal à la tête à tout le monde, sauf aux historiens
qui adorent et tout ça, machin, mais qui ne sont pas très contents parce que dans Shakespeare, l'histoire, elle est un tout petit peu remaniée. Bon, bref, bon. Et donc, le sujet est vachement complexe. La durée, elle sera, on le savait à l'époque, de en gros 17-18 heures. C'est Shakespeare, on a beau dire ce qu'on veut, Shakespeare c'est une langue quand même pas, qui est quand même une langue très poétique qu'on adore, qui n'est pas une langue simple. Vous retraduisez un peu? Non, enfin, j'ai pris la traduction de Lynn Cotteny et dans le texte avec Lynn Cotteny qui nous a accompagnés en répétition bien sûr, mais et Shakespeare ne présuppose aucune connaissance dans son public. Je rappelle qu'à l'époque il n'y a pas la télévision. Ni la radio, ni Internet, ni Télérama d'ailleurs. Il n'y a pas Télérama à l'époque. Les pauvres. Mais non, bah non. Et cette histoire, qui est une histoire nationale, en fait, est une histoire qui, d'un coup, la scène devient une espèce de reconstitution d'une période historique qui se passe un peu plus de 100 ans avant les faits. C'est comme si aujourd'hui on faisait des spectacles sur la Première Guerre mondiale ou par là. Et donc, il ne présuppose aucune connaissance chez son spectateur. Et c'est très intéressant ça, parce que du coup, ça dit que dans le texte, il a tout écrit. Toutes les informations nécessaires à la compréhension d'Henri VI sont écrites. Par contre, il ne faut pas les louper, parce qu'elles sont écrites qu'une fois. Et donc, ça demande une clarté absolue du geste de mise en scène. Et c'est là que ça démarre pour moi, la question de l'évidence et de l'accès au plus grand nombre. Ça a démarré avant, parce que je viens de là, comme je vous l'ai dit. C'est de me dire, OK, non, je suis désolé, je ne céderai pas. Ce projet n'est pas immontrable, est complètement digeste à partir du moment où on accompagne, comme le fait Shakespeare, on accompagne le spectateur. Ça ne veut pas dire qu'on lui donne la béquille parce que les spectateurs seraient idiots, pas du tout. C'est juste qu'on est clair dans son geste de mise en scène, on essaye d'être le plus clair possible. Et que, quand vous parlez de relecture, moi je crois que ça peut être intéressant une relecture, mais c'est toujours, pour moi, moins riche que de faire lecture de ce qui est écrit. C'est dur de jouer Henri VI, c'est riche déjà Henri VI. Et si on a envie en tant que metteur en scène de travailler sur une histoire de famille qui se vole la couronne et patati, écris-la. Go on. Vous qui aimez tant le théâtre public, le théâtre populaire, qu'il défendait si bien, vous avez été déçu de devoir démissionner du Centre dramatique d'Angers après l'annonce de tous les projets somptueux qui vous attendaient, les JO, Roméo et Juliette, alors que ça aurait dû valoriser vos équipes, normalement. Pourquoi avoir démissionné? Vous y avez été contraint? Il y a eu comme une friction, un hiatus entre l'institution, qui est donc, comme son nom l'indique, instituée, et l'exceptionnel, l'exception qu'était cette mission. Je rappelle que les Jeux, la dernière fois à Paris, c'était en 1924. Donc c'est pas non plus quelque chose qui arrive tout le temps, quoi. Et que d'un coup, il y avait une mission exceptionnelle qui m'était confiée, que je n'ai pas refusée. J'aurais très bien pu la refuser aussi, mais je ne souhaitais pas la refuser. Je souhaitais vraiment... Pourquoi ? Parce que c'est l'occasion unique, donc, et séculaire, hein, donc une fois par siècle, hein, de faire et de s'adresser au plus large public, puisqu'après tout, c'est notre mission, enfin c'est ma mission depuis le début. Là, quand on parle large public, on est sur entre 1,5 milliard et 2 milliards de personnes, et c'est donc le plus grand spectacle du monde en termes d'audience, de gens qui sont synchronisés au même moment, parce qu'il y a des gens qui font 1 milliard sur YouTube, mais pas au même moment. Là, il y a un quart de l'humanité quasiment qui regarde la même chose au même moment. C'est absolument merveilleux, je trouve, comme concept même de partage, de fédération, de se retrouver à tous et toutes autour du même objet. Ça, c'était pour moi une expérience incroyable. Et puis après, il y a ces dispositifs qui ont été mis en place par Paris 2024, des cérémonies à l'extérieur, des stades, sur la scène, ce décor incroyable, ce terrain de jeu formidable, cette aventure à la fois humaine, artistique, intellectuelle, dans laquelle je suis aujourd'hui, que je voulais absolument vivre, je voulais absolument m'en saisir. On doit se prendre pour un dieu quand on sait qu'il y a 2 milliards de gens qui vous regardent là. Franchement. Si seulement. Non, on se sent une énorme responsabilité, hein, c'est énorme. En fait, je me suis même dit, tiens, il n'y avait pas autant de télévision à l'époque, mais les premiers pas de l'homme sur la Lune, il y avait moins de gens qui les regardaient que ce que je vais faire dans un an. Et c'est fou de se dire ça. Et donc, qu'est-ce qu'on dit ? Ben voilà, qu'est-ce qu'on raconte à ce quart d'humanité qui est synchronisé ? C'est ça surtout qui, moi, me touche le plus. Qu'est-ce qu'on dit ? Qu'est-ce qu'on se dit, en fait ? Qu'est-ce qu'on se raconte à nous sur le monde, sur nous-mêmes, sur où on va ?
d'où on vient peut-être, mais surtout où on va. Moi, je pense que ce sont des questions que les Jeux Olympiques et cette incroyable fédération des publics permettent de se poser comme question. Et donc, on travaille, mais je vais peut-être revenir sur tout ça, parce que là, on saute, mais je voudrais revenir quand même sur la question de l'institution. Donc voilà, le hiatus, d'un coup, l'institution bug. C'est-à-dire, il y a vraiment eu un truc, ça ne rentre pas dans les cases. N'est-ce pas l'histoire un peu de ma vie, Fabienne? J'en sais rien. En tout cas, rebelote. Il y a eu vraiment une vie qui réussit très bien quand même. Hein. Je suis heureux de ma vie. Hein. Pour rien au monde, moi, je recommence. Il n'y a pas de souci. Mais par contre, c'est encore une fois une situation qui, là, pour le coup, est exceptionnelle. Mais est-ce que c'est pas le vice de l'institution, justement, de ne pas tolérer des expériences exceptionnelles? Moi, je crois que l'institution je parle du théâtre public. Ouais, moi aussi, je parle évidemment de l'institution publique, de théâtre public. Subventionné par l'État. J'ai l'impression qu'il y a un pli que l'institution publique, qui est extrêmement bien organisée, n'arrive pas à prendre avec une nouvelle génération d'artistes, dont je crois faire partie, mais il y en a encore d'autres qui arrivent, qui sont bien plus jeunes que moi, parce qu'en fait, moi, j'ai quand même 41 ans, hein, et en fait, il y en a qui ont 21 ans, 22 ans, et qui font des spectacles formidables, d'ailleurs, et qui sont encore nés avec d'autres outils, pas fonctionnement, mais d'autres habitudes, quoi, avec les téléphones, Internet, etc., qui font qu'il y a d'autres façons de penser. Et je pense que l'institution du théâtre public n'a pas pris le pli. Vraiment, elle ne l'a pas pris en termes de communication, en termes de rapport à son public, en termes de proposition, en termes de lieu. Il y a eu un grand souffle. Il y a eu plusieurs grands souffles depuis l'invention des centres dramatiques, mais il n'y a pas eu de nouveaux grands souffles depuis les années 80. Et aujourd'hui, nos institutions, elles sont encore un peu coincées dans des vieux modèles. J'en parle par expérience que des toutes petites choses très simples, comme un compte Instagram de metteur en scène de théâtre public, peu en ont. Est-ce qu'il faut en avoir un? Pas forcément. Mais moi, par exemple, ça a pu m'être reproché. Pardon, en fait, c'est super parce que moi, je parle avec des gens avant et après les spectacles. Ça permet aussi des fois de donner des infos. Enfin, je sais pas, c'est pas juste pour montrer ma pomme. C'est un lien possible avec des gens via cet outil, par exemple. Mais plein d'autres choses sur la question aussi des programmations, de toutes ces créations qui naissent et qui, paf, terminent leur vie beaucoup trop vite, sur l'incapacité du théâtre public à savoir faire quelque chose de ses succès. Un succès dans le théâtre public, ça arrive. Il y a des très beaux succès. Pensons Saïgon de Caroline Guélène-Guyenne, par exemple. Merveilleux spectacle qui devrait jouer. Patronne du Théâtre National de Strasbourg. Et c'est très heureux comme nouvelle. Devrait jouer 3 ans d'affilée dans un théâtre. Bien sûr, il faut partager l'outil, mais qu'est-ce qu'on fait du coup? Donc ça joue 2 semaines. Bien souvent, elle a tout le rapport aussi avec la question des abonnements que moi, évidemment, j'avais fait sauter. Mais la façon, on croit qu'aller au théâtre, c'est simple. Alors peut-être qu'ici, on est habitué à aller au théâtre, mais je vous assure que c'est pas simple d'aller au théâtre. Les gens ne savent pas qu'il faut réserver ou comment réserver. C'est pas évident, en fait. Nous, ça nous semble évident, mais ça n'est pas si évident que ça. Et donc, ceux pour qui c'est évident remplissent les salles. Et les salles sont pleines et tout le monde s'en enorgueillit. Mais moi, je trouve qu'elles sont un peu toujours pleines des mêmes. Et elles sont pleines 3 jours. Est-ce qu'on peut s'en féliciter dans une ville de 70 000 habitants d'avoir fait 3 000 personnes? Est-ce que c'est ça le plus grand nombre? Je ne crois pas. En tout cas, non, ce n'est pas le plus grand nombre. Le plus grand nombre, c'est 70 000, en fait. Pas compliqué. Donc, si on fait 70 dates, 2000, on aura 70 000. Voilà. Rêvons au JO. C'est après un interview particulièrement brillant que vous aviez donné à l'équipe, sans vous rendre compte vraiment de ce que ça allait donner, qu'on pense à vous. Racontez-nous, et il va falloir répondre aux questions que vous avez intelligemment posées. Qu'est-ce qu'on fait? Pour finir, je vais répondre à votre question. Oui, j'ai été triste de démissionner du CDN d'Angers parce que ce n'était pas mon choix. Mais que j'ai compris que ça allait beaucoup trop poser de questions, beaucoup trop poser de problématiques, avec tout à coup un climat qui commençait à naître d'électricité, qui devenait presque pénible à vivre, où je me suis dit, écoutez, c'est pas grave, je vais vous laisser tranquille. Moi, je vais aller faire mon truc, là, qui s'appelle les Jeux Olympiques. Et je vais vous laisser tranquille dans l'institution. Si ça vous dérange trop, si ça vous perturbe trop, eh bien, je m'en vais. Et je n'ai pas de haine, je n'ai pas d'aigreur. Mais par contre, je crois qu'il y a une opportunité
qui n'est pas saisi par l'institution. Les Jeux Olympiques de Paris 2024 n'ont pas choisi un énorme réalisateur, j'en sais rien, ils auraient pu prendre Mathieu Kassovitz, ils auraient pu prendre Luc Besson, j'en sais rien, quelqu'un qui a une grande carrière à l'international, ils auraient pu prendre un grand chorégraphe, ils ont pris un metteur en scène de théâtre public d'Angers, voilà, et d'un CDN. Et les centres dramatiques nationaux sont les plus beaux outils qui soient, il faut absolument les défendre, et il n'y a pas eu ce sursaut de dire yes, dans nos maisons, il y a des artistes, il y a moi, mais il y en a d'autres, il y a des artistes qui sont appelés à faire de ce type de grand événement, et c'est chouette, et on pourrait s'en enorgueillir, et on pourrait, dès que j'ai été nommé, vous n'imaginez même pas comment, à Angers, les publics ont accouru voir mon spectacle, qui était, c'était chouette, on était bien remplis, mais là, les dernières représentations du Dragon, qui en avait déjà joué en plus à Angers, qu'on avait repris, parce que je crois que j'aime beaucoup la reprise et tout ça, voilà, ça a fonctionné. Ça fonctionnait sur les publics, et bon, voilà, c'est comme ça. Donc, c'est une autre histoire qui va s'écrire aujourd'hui. Je ne sais pas laquelle. En tout cas, pour l'instant, ce sont les Jeux Olympiques. Et ça démarre effectivement, Fabienne, regardez, paf, paf, paf. Ça démarre Vous êtes en novembre formidable. 21, où je suis directeur d'Angers. On est encore dans les problématiques Covid, machin, nanana, bon. Et mon attaché de presse préféré m'appelle et me dit « Le journal L'Équipe veut t'interviewer. » Alors que vous n'êtes pas sportif. Nope. Donc je pense à une blague. Je dis bah oui, mais t'as pas autre chose pour un lundi matin et tout ça. Non, c'est très sérieux. Le comité d'organisation de Paris 2024 a sorti l'idée de cette cérémonie sur la scène. Et donc ils Très interrogent. bonne idée de Thierry Reboul. Une idée de Thierry Reboul, exactement, qui est directeur des cérémonies à Paris 2024. Et c'est lui qui a eu l'idée de la C'est scène. lui qui a eu l'idée de la scène. Exactement. Et vraiment, c'est brillant. Moi, je trouve ça brillant. C'est pas simple, hein. Je sais pas. Non, mais c'est une belle idée. Mais c'est une magnifique entreprise, en tout cas. Et donc, elle sort en novembre 21, cette idée, et le journal L'Équipe interroge plusieurs artistes. Et me propose, moi, de aussi... donc, je vais au rendez-vous avec la journaliste un peu... j'ai rien préparé. Hein. Bon, voilà, j'arrive, je dis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous me donnez un budget, vous me donnez des contraintes, qu'est-ce qui se passe? Non, qu'est-ce que ça vous évoque? Qu'est-ce que ça vous évoque? Je lui dis, Fabienne, je lui dis n'importe quoi. Je lui dis, oui... il faudrait pas faire le Puy du Fou, ça commence à bien faire. Oui, il faudrait pas non plus faire la Disney Parade. Hein, les Jeux Olympiques, il faut qu'on prenne ça comme un vrai moment, ce que j'ai raconté, d'être ensemble, etc. Peut-être on peut faire rouler la tête des rois et des reines décapités sur la scène. Je sors, vraiment, je dis n'importe quoi. Je disais même que toutes les délégations devaient arriver de tout le pourtour parisien, par toutes les banlieues, comme des réseaux de vaisseaux sanguins, comme ça. Toutes les délégations arrivaient au cœur avec des voitures amphibies, enfin des bus amphibies, paf, sur la scène. Et après arrive au Trocadéro, chaque délégation venait planter son drapeau sur la scène, sur la Tour Eiffel, et bon, n'importe quoi. Mais voilà, je dis ça. Et puis voilà, le temps passe, et l'article sort. Et moi qui pensais avoir un petit carré comme ça, avec d'autres artistes, tac, 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 dans le journal... J'ouvre le journal, double page, Thomas Joly, 2 points, il faut embraser la scène. Et là, je rigole, parce que il y avait d'autres artistes, mais plus petits. Bon. Et voilà, fin de l'histoire, et je continue, je suis à Angers, j'ai le CDN, je veux reprendre Henri VI Richard III, machin, donc je suis en pleine répétition d'Henri VI Richard III, je crée le Dragon, machin, je suis en pleine répétition d'Henri VI Richard III, et là, mon téléphone sonne, donc on est 6 mois après, et c'est Thierry Reboul qui me dit, j'ai lu votre interview dans L'Équipe, vous semblez avoir quelques idées, est-ce qu'on peut se rencontrer? Et on s'est rencontrés autour d'un verre dans un bar. C'était très informel. Ça, c'est fin mai 2022. Et là démarre en fait quelque chose que j'ai pas vu. Peu de temps en fait. Hein? Mai 2022. Oui, on est en 2023. Oui, on est en 2023. Oui, c'est ça. C'était mai 2022, exact. Voilà, et après l'histoire, elle se déroule de manière très simple sur une question de rencontre et d'affinité en fait, parce qu'on parle ensemble et à l'époque, il s'interrogeait à Paris 2024 encore sur est-ce qu'on fait un collectif d'artistes, est-ce qu'il y a une seule direction artistique, etc. Et moi, vous savez, quand
des fois, j'ai été appelé, les artistes souvent, des fois, sont appelés par les services culturels à la région, à la ville ou au ministère pour avoir des avis, d'être consultés sur, je sais pas, le pass culture, ce genre de choses. Et moi, j'ai été consulté de temps en temps. Et là, je me dis, bah, c'est ça, en fait, ils veulent me consulter. Donc, du coup, bah, il me dit, je lui redonne mes idées, tout ça. Et il me dit, et toi, un collectif? Je dis, mais pourquoi pas? Je suis pas sûr que comment le théâtre pourrait avoir lieu dans cette cérémonie. Moi, je suis pour, et ça, je peux être votre référence. Ça me ferait plaisir de réfléchir avec vous, pas de souci, et tout ça. Puis je rencontre Tony Estanguet, qui, pareil, à qui je redis un peu ce que j'avais raconté à Thierry Reboul. Et puis là, ensuite, ils me disent tous deux, est-ce que tu accepterais de rencontrer Anne Hidalgo? Alors là, je commence à me dire, mais tout seul, parce qu'on devait être un collectif, tout ça. Enfin, j'avais pas très bien compris encore. Ils étaient en recherche, quoi. Et non, mais toi, rencontre-la. Et puis voilà. Bon, je rencontre Anne Hidalgo, je lui redis la même chose. Les bus amphibies, tout ça. Les bus amphibies. et à la suite de cet entretien, on me dit, on aimerait soumettre ton nom au CIO. Je dis, mais attendez, pour être directeur artistique, mais oui. Et c'est le 29 août. Je dis, mais attendez, moi j'ai une vie en fait. Je dirige un centre dramatique, j'ai des tournées, j'ai des opéras, tout ça. Mais ok. Bah, on n'avait plus qu'une étape, c'était quand même marrant. Et donc j'arrive à une réunion au CIO et là je comprends. Là je comprends en fait, je comprends. C'est-à-dire que je rentre dans une salle où il y a, je sais pas, environ 100 personnes, avec des micros, vous savez, pour parler comme ça, comme à l'ONU là. Et dans la salle, j'entre et je vois, il y a plein d'écrans dans la salle et je vois ma tête, mon nom, ma tête, mon nom, ma tête, mon nom, ma tête, mon nom. Il y a des cabines de traducteurs partout. Je dis, mais qu'est-ce que... Ok. Je m'assois entre Tony Estanguet et Anne Hidalgo, devant le directeur du CIO et le président. Et non, le président n'était pas là, c'était le directeur du CIO. Et bonjour Monsieur Joly, en 20 minutes, donnez-nous votre vision des cérémonies. Bien, bonjour, c'était très tôt et tout ça. Donc je parle 20 minutes. Merci beaucoup, vous pouvez disposer. Okay. Et une demi-heure après, ça va m'émouvoir. Tony Estanguet m'écrit un texto. On me dit, voilà, ton nom a été choisi à l'unanimité, bienvenue dans l'équipe. Et voilà. Et je suis dans un taxi et j'appelle ma mère. Ouais, j'appelle ma mère. Mais alors, bon, là, c'est la première partie. Comment vous travaillez après ? On est en août ? Alors après, avant ça, il y a un dernier step à passer avant l'officialisation, c'est de rencontrer le président de la République. Parce que quand même, là, vous nous faites croire que vous n'avez rien préparé, mais les 20 minutes, il fallait les tenir, Thomas. Vous aviez dû bosser comme un dingue. Regardez, hein, je peux dérouler. Hein. Pas de problème. Et il avait fallu avoir un projet. Non, mais à force de discuter, et puis évidemment, à un moment donné, on se dit non, mais en fait, mon idée là, ça marche pas, les têtes qui roulent. D'ailleurs, ça ne marche pas, je vous le dis, parce que parce qu'il y a des ponts, les ponts ont des hauteurs en fait, et les têtes sont du coup un peu petites, c'est pas assez spectaculaire. Bon, bref. Donc je commence, bien sûr que je me dis, je n'ai pas l'idée, je n'ai pas le projet. Par contre, je sais ce que conceptuellement je veux défendre, ce que je veux, ça c'est ça, et c'est ça dont je parle. J'ai fait même ce mauvais jeu de mots, mais des fois les mauvais jeux de mots, comme un peu entre metteurs en scène, ça donne une idée claire. Je dis, je sais pas si ça va être clair d'ailleurs, les Jeux Olympiques, virgule, un nous. C'est-à-dire les jeux, tous ces petits jeux qu'on est là, les gens, les jeux, ça fait un grand nous, voilà. Et je dis, en fait, c'est ça qu'il faut réussir pas mal, ça. Merci Fabienne. Parce que personne ne comprend jamais ce jeu. Moi, je le trouve assez clair pourtant, mais bref, dire, cette cérémonie ne peut pas être juste un divertissement avec des acrobaties, et de la musique et de la lumière, n'importe comment. Et il faut que ce soit un temps fort pour nous tous et nous toutes. Je parlais de la synchronisation de ces 2 milliards. Il faut, à un moment donné, faire humanité. Voilà, tout simplement. On doit envoyer ce type de force de récit. Et surtout, je dis, la première chose que je ferai quand j'arriverai, si je suis pris, c'est super votre idée de la scène, mais pour dire quoi ?
c'est joli les monuments, c'est super que les athlètes arrivent en bateau, c'est une brillante idée. Mais pour dire quoi au monde entier, au moment où le monde entier est à Paris et qu'on le reçoit. Donc, après avoir vu le président de la République... Qui vous a sûrement donné des idées. Alors, Fabienne, je suis nommé directeur artistique des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Je dois faire un spectacle où, à chaque fois dans les cérémonies, le pays dit un peu ce qu'il est, quand même. Donc moi, je suis en face du président de la République. Je dis, alors je suis très content. Monsieur le Président, c'est quoi la France ? C'était génial, ça a été génial. La discussion était... Il répond quoi ? Il a dit que c'était un récit, ça tombe bien parce que je n'étais pas loin de penser pareil, un récit qui ne cesse de se faire et de se défaire, de se construire, de se déconstruire, de se reconstruire avec les influences permanentes du monde, du reste du monde. Moi, c'est comme ça que je vois ce pays, un pays qui est comme... confluence, influence permanente depuis des siècles, hein, et qui fait, je crois, la richesse de ce pays, de cette ville notamment. Et donc je lui dis, il faudrait qu'on raconte ça, qu'en fait c'est une ville-monde, que c'est un pays-monde, que c'est pas juste cocorico, cocorico la baguette, cocorico l'accordéon, quoi. Voilà, autre chose. Mais même si ça existe, c'est pas un grand pays en termes de superficie, c'est pas une grande puissance mondiale, même si on est une puissance mondiale, mais pas une grande par rapport aux grandes puissances autour de nous. Mais ça, par contre, c'est un pays qui a eu des grandes idées. Ça, on peut pas le nier. Un pays d'idées, un pays avec de grandes idées, parfois mauvaises, parfois on a plus du mal à se dire qu'il faut changer d'idée, on reste un peu coincé dans certaines idées, mais il y a eu des grandes idées, on doit encore en avoir. Et c'était de ça qu'on a discuté, et c'est absolument raccord avec ce que j'ai dit au CIO. Et donc après, j'ai été nommé et c'est sorti dans la presse. Et là, c'est une période qui est quand même compliquée parce que... On est quand, là ? Là, on est fin septembre 2022 et Starmania sort en même temps que je suis nommé pour les Jeux Olympiques, en même temps que le ministre, M. Darmanin, dit qu'il va annuler le Festival d'Avignon pour les Jeux Olympiques et tous les festivals, et que la suite de mon mandat au Quai, à Angers, se pose. Donc en fait, je me retrouve dans une espèce d'imbroglio où tout est mélangé. Où vous partez parce que vous partez du Quai pour faire Starmania. Non, rien à voir, c'est pas ça. Non, oui, vous qui venez du service public, que pensez-vous maintenant que vous faites les Jeux Olympiques de M. Darmanin qui a dit qu'il annulerait tous les festivals, etc. Oui, effectivement. Bon, bref, un raz-de-marée duquel, avec beaucoup de joie aussi, parce que c'était heureux d'être nommé, parce que Starmania est sorti, ça faisait quand même 3 ans que je portais le projet et c'était très heureux, etc. Donc je m'y suis mis, pour répondre à votre question, Fabienne, au mois de décembre, où j'ai pu donc, après avoir terminé Starmania, démissionné, déménagé, rompu aussi, et fait un peu reset dans ma vie, et réorganiser tous mes projets, à savoir en gros tous les annuler, en fait, sauf un, Roméo et Juliette, parce qu'il était déjà signé, et que j'avais trop envie de le faire. Vous aviez plein d'autres projets ? Comment ? Quels autres projets ? Alors, je devais normalement monter un spectacle pour le jeune public, qui est encore une chose que j'ai très envie d'essayer, en début 2024, donc là, janvier, que je ne ferai pas, hein, du coup, je ferai plus tard. C'était quoi ? Non, je ne dis pas parce que c'est une pièce que peu de gens connaissent, et vraiment, quand j'ai trouvé, je me suis dit, c'est une pépite, je la garde pour moi, c'est un grand secret. Bon. Je ne dirais pas, mais elle est trop bien, évidemment. Et puis, il y avait l'envie de travailler sur Musset. Alors, j'hésitais sur... Lorenzaccio, par exemple. Mais il y avait d'autres pièces, Fantasio, que j'avais travaillé à l'opéra, au théâtre. Voilà, j'adore Musset. Je trouve que Musset est un auteur pour notre temps, un jeune esprit qui est perdu et entre plusieurs politiquement un peu déçus, avec un pays qui se cherche, qui se recherche. Enfin, c'est encore une pièce de 6 heures pour vous. À peu près, ce serait bien. Elle n'a jamais été montée en intégralité. Mais vous savez, Fabienne, parce qu'en fait, Fabienne, je me souviens que la dernière fois qu'on s'est retrouvés dans cette position, c'était à la Villette, en mars 2022, juste avant le Dragon. Et à la Villette, et vous m'avez dit, c'est quoi votre prochain projet ? Et j'ai dit, pour rigoler, j'ai dit les Jeux Olympiques. Et ça s'est passé, Fabienne. Ouais. Eh oui, on le dit. Vous en êtes pour quelque chose. Elle est magique. Mais alors, en décembre. Et donc, bref, voilà, en décembre, revenons à nos histoires. En décembre, je convie autour de moi des auteurs et des autrices dont je ne pourrais pas vous donner les noms aujourd'hui. 4, on sait seulement. Voilà, 4 auteurs-autrices qui viennent d'univers différents,
Du roman. Vous pouvez dire les univers. Voilà, le roman, la télévision, le scénario, le cinéma, télé enfin scénario, télé et cinéma, le théâtre et l'histoire, l'université davantage. Ces 4 auteurs-autrices avec qui on s'enferme dans une sorte de script room en fait, exactement comme on ferait pour une série. On s'est enfermé, enfin on s'est pas que enfermé d'ailleurs, on a beaucoup fait aussi. Et en plein hiver, je vous le conseille, prendre le bateau sur la Seine et comme ça arpenter tout le fleuve. Et puis écrire, chercher, puiser en fait dans ce petit segment du fleuve les histoires et avec un grand H, pas une grande H, un grand H et le petit H, les histoires qu'on pouvait puiser. On a fait un grand tout, c'était tellement passionnant, j'ai découvert tellement de choses, c'était intellectuellement fou. Et après de se saisir comme ça de plusieurs moments qui feront plusieurs tableaux. Ce qui est génial, c'est que en fait l'histoire de France, elle est présente sur le parcours avec tous ces monuments venus de toutes les époques. Je sais pas, on a Notre-Dame à côté de la Conciergerie, ex-palais de la Cité, ex-palais des Rois avant le Louvre. À côté, on a le Louvre, à côté, on a le Grand Palais, la gare d'Orsay, enfin le musée d'Orsay. On a toutes ces époques, ces grandes époques qui se font face, qui sont jointes, enfin juxtaposées comme ça tout le long du fleuve. Ça, c'est des grandes histoires, mais je sais pas, le marché aux fleurs, le Squartino Rossi, tout un tas de choses comme ça, plein d'emblèmes. 6 kilomètres. 6 kilomètres. Et de tous ces emblèmes, de toutes ces histoires, on a puisé finalement des grands thèmes qui font une dizaine de tableaux comme ça le long des 6 kilomètres. Ça, c'est le récit. Donc chaque étape de cette cérémonie. Toute liberté artistique, aucune censure du CIO pour le récit. Aucune censure, ni du CIO, ni même, et c'est heureux, des politiques, parce que donc à chaque step, le récit étant le premier, chaque step passe devant on va dire l'écosystème finalement des Jeux. Donc le CIO, d'abord Tony Estanguet, bien sûr, Anne Hidalgo, le CIO, le président de la République. Chaque fois, tout est validé. Et donc ensuite, on a eu une deuxième phase au printemps, où j'ai réuni une deuxième équipe autour de moi, qui est une équipe artistique cette fois, avec des artistes de toutes les disciplines, qui ont traduit, pour l'instant de manière théorique ou sur plan, avec des dessins, etc., des moodboards de toutes sortes, ces tableaux. On les a nourris, donc ça c'est ce qu'on appelle le concept initial, qu'on a rebelote passé en validation auprès de tous les partenaires des Jeux. Et puis, on est depuis l'été, et c'est une période compliquée, de juxtaposition entre notre rêve et la réalité. Les contraintes, et puis ça sera ma dernière question. C'est quoi les contraintes? Alors oui, il y a des contraintes. Quel budget déjà? Alors, je vais vous dire un chiffre, mais après j'en parle, d'accord? Parce qu'il ne faut pas croire que il y a 137 millions d'euros qui sont consacrés aux cérémonies, aux 4 cérémonies. Dans ce budget, il y a aussi toute l'infrastructure, c'est-à-dire la création d'un stade sur la Seine. Les tribunes pour asseoir les gens, comme les toilettes, enfin tout ce qu'il faut comme un stade, quoi. Les portails de sécurité, etc. Tout ça, c'est inclus dans ce budget. Et il me reste, pour l'instant, entre un peu plus de la moitié finalement de ce budget-là pour le dévouer à l'artistique pour les 4 cérémonies. Je précise aussi que ces cérémonies, j'en suis le directeur artistique, mais il n'est pas certain que je signe la mise en scène. On n'est pas du tout dans un modèle type Découflé en 92 ou Jean-Paul Goutte, par exemple, en 89. On est davantage dans une direction artistique. Et d'ailleurs, je serais bien incapable de faire 6 kilomètres de spectacle. Et il y aura plusieurs metteurs en scène. Voilà, je pense même que c'est plus heureux et plus collectif, plus collaboratif aussi, mais même plus joyeux de partager ce grand segment de fleuve et de donner aux artistes dont on pense qu'ils sont les plus pertinents ou pertinentes, ce segment ou cette partie de segment ou la chorégraphie dans tel tableau, etc. Parce que je crois que ça peut être aussi une grande mosaïque de la diversité. On a de la chance d'avoir dans ce pays tellement d'artistes fabuleux. Alors ça en ferait combien? Bien, avec les performeurs compris et performeuses, on doit être autour quand même de 2000, 2500. Non, artistes. Mais de metteurs en scène. 2500. Non,
On va être, je pense, une quinzaine de metteurs en scène, circassiens, circassiennes, chorégraphes, musiciens, musiciennes. Et vous serez le chef? Je suis directeur artistique. Voilà. Bon, et les contraintes principales? Alors, les contraintes, bien sûr, il y a le budget. Bien sûr, qui est conséquent, hein, c'est beaucoup d'argent privé, je tiens à préciser. Mais la scène est une immense scène où évidemment tout coûte beaucoup d'argent, parce que chaque décor paraît ridicule. Un décor sur un plateau de théâtre est sublime sur un plateau de théâtre, à côté du Louvre. Tout à coup, bon, c'est le Louvre quand même. Donc bon, voilà. Donc tout ça est une équation qu'on doit aussi finement scénographier. Donc le budget c'en est une, la sécurité c'en est évidemment une, mais c'est pas que ça. Ça reste la nature, la scène. C'est un peu comme la cour d'honneur à Avignon d'ailleurs. Vous savez, dans la cour d'honneur à Avignon, il y a le vent qui arrive d'un certain angle dans la cour, c'est en haut à droite là. Il arrive comme ça, il prend de la vitesse sur le mur du palais, et il repart comme ça beaucoup plus rapidement. Donc tous les décors qui sont, j'y penserai la prochaine fois. Attends, jardin à cour, ceux qui sont à cour se prennent plein de vent là. Donc il faut les construire en fonction de ça. Par exemple. Eh ben, la scène, c'est la même chose. Il n'y a pas la même profondeur au kilomètre 1, au kilomètre 4. Il n'y a pas la même. Le vent ne s'engouffre pas de la même manière sous chacun des ponts, ne créant pas la même dynamique d'air. La solidité de tel pont n'est pas la même que celui-ci. Les endroits où les poissons frayent, car on ne dérangera pas les habitats, là, on ne mettra pas de décor, etc., etc. La façade, la solidité d'un quai. Une ville, quoi. Comment vous faites, Thomas Joly? Vous travaillez tout le temps. Vous êtes un hyperactif. Comment vous faites? Eh bien, d'abord, j'aime ce que je fais, passionnément. Ensuite, et ça donne de l'énergie quand on aime ce qu'on fait. J'ai de la chance. La deuxième chose, c'est que j'ai des équipes avec moi qui, je crois, sont mus de la même énergie, du même plaisir, du même désir, la même nécessité que moi. Parce que là, je dis ça, mais par exemple, c'est pas moi qui suis allé vérifier la solidité des ponts, hein, vous pensez bien. C'est des équipes de Paris 2024 qui sont déjà, je pense, et je les connais pas encore tous et toutes, mais il y a déjà plus d'une centaine. Paris 2024 qui nous filme là en ce moment, hein, je crois. Exact. Oui, ça, ils me suivent partout. C'est pas vrai, en fait, c'est pas vrai. Vous espionne, vous voulez dire. Oui, c'est ça. Même chez moi, Fabienne. Oh. Non. Et bref, il y a des équipes incroyables qui travaillent dans tous les domaines. Après, vous savez, ce qui est vraiment fou et ce qui nous réunit, c'est qu'on va créer un spectacle, une cérémonie, et il faut aussi créer les conditions de création. Je ne sais pas si je suis clair. Non. Alors, personne, en fait, n'a jamais fait 6 kilomètres de spectacle dans une ville, sur un fleuve. Ça n'est jamais arrivé, donc il n'y a pas de référent, il n'y a pas de modèle, il n'y a pas d'exemple à suivre de quelqu'un qui aurait déjà fait ça. J'ai voulu appeler Philippe Découfflé, et je vais certainement l'appeler, mais c'est un partage d'expérience qui ne pourra pas me donner des solutions vis-à-vis de la solidité d'un pont ou la hauteur, parce que c'était une autre histoire avec Philippe Découfflé, que c'était génial d'ailleurs. Good aussi, c'était génial, mais c'est encore une autre chose. Là, tout le monde apprend et on crée les conditions pour créer. On crée, comment dire, on surcrée en fait. On fait une création et on crée les conditions de la création. Hein, c'est plus clair, non, comme ça? Ouais, bof, ok. Mais c'était un peu comme faire un opéra contemporain qu'on ne peut pas écouter. Enfin bref, tout ça m'excite beaucoup parce que l'ouvrage est remis sur le métier absolument. Alors on va être très injuste. Je vais être très injuste. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas poser de questions. Parce qu'il y a des jeunes du Pass Culture qui sont venus spécialement pour interroger Thomas Joly, là. Et donc, on va vous abandonner. On va applaudir Thomas Joly pour cette merveilleuse description des Jeux Olympiques. Et je vous dis à très bientôt. Vous pourrez suivre sur Télérama, sur notre site, les aventures de Thomas Joly aux Jeux Olympiques. On commence à la fin du mois et ça sera chaque mois une parution sur son travail pour les JO. Merci Thomas.